Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Plus je parle de choses théoriquement incompréhensibles, et plus il y a de monde. Donc, alors voilà. Donc, nous sommes dans l'espace des possibles, et je vais justement parler du champ des futurs possibles. Donc, je vous présente tout d'abord cette... alors, oui, pour comprendre ce que signifie le hasard, il est important de partir de représentations géométriques de l'espace-temps qui soit familière à tout le monde. Et j'ai pris donc la métaphore de l'arbre que j'ai repris dans mon livre La route du temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, alors on va oublier la complexité du passé, le fait que l'arbre du temps puisse prendre ses racines dans le passé. On va oublier cette question du passé pour se concentrer sur des choses qui sont déjà largement assez compliquées. Et donc, on va décomposer le futur pour chacun d'entre nous, ou même pour la planète, en tout un ensemble de branches. Et tout le monde peut comprendre qu'à un certain moment de notre vie, on a des choix à faire, et que ce choix crée deux branches, et ainsi de suite. Et donc notre futur peut être considéré comme on peut le représenter sous la forme d'un arbre. Avec la question essentielle étant, qu'est-ce qui fait qu'on emprunte une bifurcation plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que demain, quelqu'un va avoir un accident de la route ou pas? Qu'est-ce qui fait que, y compris dans le cas des heureux événements, donc qu'est-ce qui fait qu'on bifurque pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec notre conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui est purement du hasard? Ou est-ce que tout est déterminé d'avance? Alors, diapo suivante. Voilà. Alors, donc, en tant que physicien, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et je considère qu'on peut décomposer le problème et dire qu'en science, il existe 4 types de hasard. Le premier type de hasard, qui n'en est pas, mais qui n'est pas celui qui vous intéresse, c'est le hasard qui est dû à notre ignorance des causes. C'est le fait qu'en fait tout est écrit, mais on ne sait pas ce qui va déterminer, on ignore ce qui nous détermine, et par conséquent, cette ignorance fait que lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous paraît étrange, on dit, ou qui choque un peu, les gens ne comprennent pas, on dit c'est le hasard, et en fait on ne sait pas de quoi on parle, puisque c'est pas le hasard, c'est simplement parce qu'on ne connaît pas les causes. Alors, il existe un deuxième type de hasard en physique que j'ai appelé le hasard anthropique, et qui vient du fait que nous sommes tous issus, d'après les physiciens, d'un Big Bang, et qu'en physique on a un énorme problème, c'est qu'en fait ce Big Bang nous amène via le processus de l'inflation à une myriade d'univers possibles. C'est-à-dire que les physiciens se sont rendus compte que le déterminisme dont je vous parle, celui qui... Le déterminisme, ah oui, j'ai oublié de dire que ce déterminisme, c'est ce qui fait que, donc selon l'un des credos scientifiques, tout est déterminé d'avance et notre futur existe déjà. Là, si j'ai fait une décomposition en 4 parties, c'est parce que d'une part, on peut décomposer la réalité concernant le futur en 2 théories. La première théorie qui consiste à dire le futur est déjà réalisé. La deuxième théorie qui consiste à dire le futur n'est pas encore réalisé et se réalise dans le présent. D'accord? Le fait qu'on pense que le futur se réalise dans le présent, aujourd'hui, c'est considéré comme une théorie qui ne tient plus la route en physique pour un tas de raisons. Et il y a un autre credo en science qui consiste à dire d'un côté, on a le déterminisme et le matérialisme qui fait que tout est déterminé par des causes, et d'autre côté, on a ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique ou l'indéterminisme macroscopique qui fait qu'on a affaire à une multitude d'univers possibles.
Bon, les matérialistes refusent l'idée de considérer qu'il existe une multitude de variantes possibles et préfèrent positionner ces variantes chacune dans des univers séparés. Et donc j'en reviens à cette théorie qui fait naître le hasard anthropique. Le hasard anthropique, c'est simplement le hasard qui fait qu'on existe dans un univers plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que si vous avez une vie bien déterminée, vous avez une vie bien déterminée d'avance, exactement comme la précédente, mais il est possible que dans un univers qui se trouve à une distance absolument plus qu'astronomique d'ici, au-delà de l'horizon cosmologique, existe une personne qui a exactement vécu la même vie que vous et qui, à un moment donné, fait un choix différent et finalement a une nouvelle vie. Mais vous ne pouvez pas être cette même personne qui commute entre deux univers, parce qu'il peut y avoir une distance absolument incommensurable entre les deux. Et il faut par contre faire intervenir maintenant une troisième théorie, celle du vrai hasard, qui est le hasard qu'on appelle Dieu joue au dé. Vous avez entendu peut-être parler du fait que Einstein refusait de croire au fait que Dieu joue au dé. Il se trouve que depuis pendant presque un siècle, la physique a montré que Dieu jouait au dé, c'est-à-dire que la nature faisait des choix, que les physiciens qui refusent ça ont voulu absolument l'interdire en créant des univers séparés, parce que il n'est pas la nature du physicien de dire que tout n'est pas déterminé. Et donc, il existe quand même une catégorie de physiciens qui consiste que dans notre réalité peuvent se faire des choix, mais ils veulent absolument l'attribuer au hasard. Et là, on a affaire à un hasard fondamental. Et donc, c'est des physiciens qui croient en Dieu, qui jouent au dé. Depuis quelques années, cette idée que Dieu jouerait au dé et que donc le hasard quantique serait véritablement un hasard fondamental est battue en brèche. Et il apparaît maintenant la position qui est celle que je propose, et d'autres physiciens que moi la soutiennent, qui est donc le hasard qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est le hasard dont on dit qu'il n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre futur est déjà réalisé. Donc effectivement, c'est un hasard qui n'existe pas, puisque c'est comme le déterminisme, mais quelque chose fait que notre conscience peut interagir avec ce futur-là, et dans ce cas, notre futur change, et comme le présent est obligé de s'adapter à notre futur, ça crée des hasards extraordinaires qui sont imputables donc à ce type de théorie, c'est-à-dire que le futur est modifiable. Donc ce qui le modifie a pour effet de créer des hasards qui n'existent pas, puisque ce n'est pas aléatoire, ça vient du fait que ça vient de notre futur, mais il reste à déterminer qu'est-ce qui, dans notre futur, détermine ce hasard. Voilà. Donc, diapo suivante. Ça, c'est pas très clair. Bon. Oui, mais alors, il y a une difficulté des scientifiques à aller vers cette théorie qui consiste à dire le futur est déjà réalisé et on peut le modifier, à cause de 4 problèmes en science. Ces 4 problèmes sont, d'une part, la croyance au déterminisme qui a prévalu jusque dans les années 80, la croyance au matérialisme qui a prévalu jusque dans les années 90, et voilà, et à chaque fois vous rajoutez une dizaine, et en fait aujourd'hui ces 4 croyances, déterminisme, matérialisme, hasard et causalité stricte, tombent. C'est pourtant des croyances qui nous amènent à penser que nous sommes des machines, que la conscience est un produit du cerveau, que la nature fait tous les essais. Donc là, on a affaire au vrai hasard, le hasard des mutations, par exemple, celui qui consiste à croire au darwinisme, et que les effets suivent les causes. Aujourd'hui, tout est battu en brèche, malheureusement au passage,
ça aboutit à des dérives qui sont le transhumanisme, une déshumanisation, l'aliénation issue du matérialisme, le darwinisme qui conduit à l'eugénisme, voire même au nazisme, et tous les systèmes de contrôle et tous les interdits. Voilà. C'est-à-dire que les problèmes actuels de notre société viennent du fait que la physique n'a pas encore rendu compte du fait que toutes ces croyances étaient fausses. Si on commence à rendre compte du fait que toutes ces croyances sont fausses, ce qui nous amène à comprendre le quatrième type de hasard, mais il est important que je vous présente les autres types, parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ne donne pas les alternatives à cette pensée. À ce moment-là, en niant le déterminisme, on aboutit à une idée de l'humain qui est reliée à une transcendance. En niant le matérialisme, on aboutit à quelque chose que je vais développer, et qui est qu'à l'extérieur de l'espace-temps, il existe quelque chose de non matériel et qui est une énergie et qu'on peut légitimement considérer comme une énergie d'amour. On aboutit à l'idée qu'il est faux que l'évolution des espèces soit due aux mutations et à la sélection naturelle, et considérer que c'est tout à fait autre. C'est lié à une intention collective, à l'intention collective d'une espèce. Et aujourd'hui, ce qu'on découvre en physique, c'est ce que j'appelle la coordination non locale, qui fait que ce n'est pas possible que ce soit le hasard qui crée, que ce soit la mutation ou les réductions d'état quantique, il n'est pas possible que ce soit un dieu qui joue au dé, c'est-à-dire un tirage au sort local, à cause du fait que ce hasard est quelque chose qui est non local, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est organisé. C'est un petit peu comme si l'univers était instrumentalisé de l'extérieur, marionnettisé de l'extérieur. Et quatrièmement, si on considère que la causalité n'est plus stricte et aujourd'hui on découvre en physique que la causalité est indépendante du temps, absolument, ça c'est tout à fait mainstream comme pensée, et on s'aperçoit qu'il faut vivre à la fois avec l'idée que nous sommes poussés par notre passé, tirés par notre futur, et c'est cette idée fondamentale-là qui aboutit à la spiritualité. En tout cas, c'est cette idée qui m'a fait aboutir personnellement à la spiritualité. Diapo suivante. Et une autre raison, alors les raisons pour lesquelles les physiciens ont du mal à aller vers cette quatrième alternative du hasard qui n'existe pas, donc je vous les ai données, c'est parce qu'il faut renier 4 dogmes fondamentaux de la physique, qui conduisent en plus, si on les renie, à abandonner les équations. Or, il ne s'agit pas d'abandonner les équations, mais simplement à considérer que la physique est incomplète et que pour compléter la physique, il faudrait utiliser autre chose que les équations. La deuxième raison pour laquelle les physiciens ont du mal à y aller, c'est que dès qu'on considère donc ce futur déjà réalisé qui peut se mouvoir, on trouve des explications à tous ces phénomènes. Non seulement l'évolution des espèces, les guérisons spontanées, l'effet placebo, les expériences de mort imminente, le chamanisme, la médiumnité, les perceptions extrasensorielles, la parapsychologie, les ovnis, les synchronicités, l'astrologie, la numérologie, etc. Tout ça reçoit des explications, clairement, ou alors des débuts d'explications. Je ne prétends pas qu'on peut expliquer tout, mais si vous voulez, vous imaginez bien que être scientifique aujourd'hui, c'est considéré encore, malheureusement, comme considérer que tout ça, ce sont des bêtises. Donc à partir du moment où ça mène à comprendre ce genre de choses, il y a un refus de la communauté scientifique d'y aller. Personne ne va oser le faire. D'accord ? Moi, quand je parle avec un physicien qui aime bien ce que je fais, seul à seul, il n'y a pas de problème, il trouve très intéressant ce que je dis, mais si je parle à un physicien, puis il y en a un autre qui arrive, bon, il n'est pas au courant, il va renier tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser ces choses-là en cachette, mais on n'a pas le droit de les penser en public. D'accord ? Voilà. Bon, diapositive suivante. Alors, pour comprendre maintenant ce qui se passe lorsque comment le futur peut être modifié, alors qu'il existe déjà, parce que telle est la question fondamentale du hasard qui n'existe pas, il faut absolument renverser la perspective sur la conception de la réalité. C'est-à-dire que
Et Jacques Collin avait raison de le préciser tout à l'heure, la matière n'existe pas, absolument pas. Mais pas seulement la matière. Le temps et l'espace n'existent pas non plus. Et le plus important, c'est pas que la matière n'existe pas, c'est que l'espace lui-même n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est plus facile de comprendre que la matière n'existe pas. En fait, pourquoi l'espace n'existe pas? Parce que l'espace vibre à son échelle intime, à ce qu'on appelle l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, mais en fait, il vibre bien au-delà, il vibre aussi entre 10 puissance moins 16 et moins 35 mètres, enfin bon, ça c'est secondaire. Et il est pixelisé, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine échelle de distance, il n'y a plus de distance. Et l'espace au-dessus duquel on va essayer de représenter cet espace, pour le décrire, n'existe pas non plus. Donc ça veut bien dire que l'espace n'existe pas, puisque il ne correspond pas à la conception qu'on se fait de l'espace. Ça veut dire que l'espace est une création de la conscience. Cette seule raison, mais il y a plein d'autres raisons. L'espace est déformable et il est troué. C'est quoi un espace? Lorsque on parle de trou noir, par exemple, il faut bien comprendre que on n'est pas seulement dans un trou qui avale toute la matière, etc. On est dans un trou qui avale l'espace lui-même. Ça ne veut plus rien dire. D'accord? L'espace est déformable lorsque la lumière est déviée par le soleil. C'est comme ça qu'on a confirmé la théorie de la relativité d'Einstein. On a tendance à dire, bon ben oui, mais il existe, on va représenter cet espace. Donc les mathématiciens représentent cette déviation, et en représentant cette déviation, ils donnent l'impression qu'il existe un espace dans lequel c'est pas dévié. Mais en fait, cet espace-là n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment très important. C'est que la physique, aujourd'hui, nous montre clairement, mais alors d'une façon on ne peut plus claire, pour 4 raisons différentes et indépendantes, que l'espace n'existe pas. Alors vous allez me dire, mais alors la matière, si c'était vrai, il n'y aurait pas de matière. Et bien justement, il n'y a pas de matière. C'est-à-dire que plus on fouille la matière, plus on décompose la matière, plus on zoome sur la matière, et plus on s'aperçoit que la matière est faite de vide. Et quand on trouve que la matière est faite de 99,999% seulement de vide, c'est parce qu'on n'a pas assez zoomé. Et lorsqu'on continue de zoomer et qu'on arrive à l'échelle de Planck, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des vibrations, comme disait Jacques tout à l'heure. Donc la matière est faite simplement de vibrations. Et le vide, ce qu'on appelle le vide, est plein d'informations. En fait, notre réalité est faite d'informations, d'énergie, et la part dans l'univers de ce qu'on appelle matière, qui est de l'information, puisque ce n'est pas de la matière, ne représente qu'une portion infime, puisque le vide contient 10 puissance 120 fois plus d'informations et énergie que notre réalité, que la matière. D'accord? 10 puissance 120. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était... Bon. Et ceci a été démontré à la fin des années 90 par ce qu'on appelle l'effet Casimir. Bon, mais ça avait été prévu de longue date par des équations. Et ça vient de l'indéterminisme quantique, mais je ne vais pas vous embêter là-dessus. Et le temps n'existe pas plus, puisque notre futur est déjà réalisé, et les physiciens aujourd'hui ne savent pas expliquer le présent. Ils ne comprennent pas le sens du présent. Le présent n'appartient pas à la physique. Cette sensation que le temps s'écoule, la physique ne sait absolument pas décrire d'où ça vient. Le présent, c'est quelque chose qui concerne la conscience. D'accord? Tout se passe comme si, mais c'est pas exactement ça, mais c'est la meilleure façon de se le représenter. Nous vivions dans une sorte de simulation, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas Matrix, ça ressemble à Matrix, mais l'au-delà décrit par Matrix, c'est pas ça. Mais, c'est-à-dire, la réalité étant une création de la conscience, le monde tout étant fait de conscience, la matière étant simplement une cristallisation de la conscience, c'est ainsi qu'il faut se représenter les choses pour coller le mieux à la réalité. Et à ce moment-là, le temps est simplement le fait que nous voyageons à l'intérieur d'un véhicule qui nous donne à voir une partie infime de la réalité pendant notre voyage. Et simplement, notre libre arbitre théorique provient du fait que dans ce voyage,
que nous faisons dans le vide, plein d'informations, nous avons la possibilité d'aller à droite, à gauche et de bifurquer dans cet arbre de vie. Alors, diapo suivante. Alors voilà, donc pour appuyer le trait sur le fait que la matière n'existe pas, tout est conscience cristallisée, et pour appuyer le fait que le vide est en fait plein d'informations, et donc cette position qu'on va considérer un petit peu comme spiritualiste, en fait, elle n'est pas fondamentalement spiritualiste. Personnellement, moi je considère l'âme comme une interface entre notre monde de matière et le vide, d'accord ? Entre la réalité qui va héberger l'esprit, comme vous le verrez, mais cette interface, elle est déjà identifiée par la physique sous la forme de quelque chose que moi j'hésite pas à appeler âme, mais que les physiciens vont pas appeler âme pour des questions de blocage que vous imaginez bien. Pourquoi en réalité la physique pourrait définir ce qui correspond à l'âme? Pour trois raisons. D'abord parce que l'âme, on peut la définir comme étant la partie d'un système vivant qui le gère de façon non mécanique. Ensuite, on peut la définir comme étant une extension immatérielle de notre corps. Et ensuite, on peut la définir comme ayant la propriété de survie après la mort. Eh bien, la physique, si on pose ces trois questions, est-ce bien vrai tout ça? Elle répond oui à ces trois questions. C'est-à-dire que la physique nous apprend, via l'indéterminisme non seulement quantique, mais l'indéterminisme que j'appelle macroscopique, sur lequel j'ai personnellement travaillé, et si je fais des conférences, c'est à destination aussi des physiciens pour bien appuyer là-dessus, parce qu'il y a un problème dans notre système académique, c'est que on va plus, en physique en tout cas, on va plus assez au fond des choses, et la physique, elle a décroché le train de la philosophie, elle est devenue trop technique, et les physiciens ont oublié de mettre l'accent sur le fait que le déterminisme est impossible aussi en mécanique classique. Bon, je ne vous parle pas de mes expériences sur le billard. La mécanique, oui, mais ça va être trop compliqué. La mécanique quantique nous apprend déjà. En fait, voilà, si je vais quand même vous dire un mot sur le billard, non mais je l'avais squeezé parce que, en fait, je vais quand même vous dire un mot. L'analyse approfondie de la dynamique du billard, et j'ai fait des publications là-dessus, m'a appris qu'il est faux de penser que dans un billard, mais ça peut être des molécules d'air, etc., il est faux de penser que la mécanique détermine parfaitement tout ce qui va arriver. Ça, c'est vraiment une croyance parfaitement imbibée chez même les académiciens, même des esprits très brillants. Et cette croyance est complètement fausse. C'est complètement faux. En réalité, lorsqu'on fait les calculs et lorsqu'on regarde bien ce qui se passe, on s'aperçoit, pour le dire rapidement, qu'une boule de billard, elle pourrait parfaitement disposer d'un libre arbitre. Simplement, le libre arbitre d'une boule de billard est juste impossible pendant les premiers chocs, on va dire les quelques dizaines de premiers chocs. Ensuite, il serait tout à fait possible d'imposer un futur à une boule de billard et d'adapter le présent et sa trajectoire pour qu'elle arrive à ce futur-là. C'est quelque chose que j'ai fait, c'est des expériences que j'ai fait, des expériences qu'on appelle des expériences numériques, et c'est très compliqué. Donc ça me demande un temps de calcul énorme, mais il est tout à fait possible, à partir du moment où on attend suffisamment de chocs, de faire en sorte qu'une boule arrive à une destination définie d'avance. D'accord ? Je résume ça en tenant une condition, en disant que l'influence du futur sur le présent est possible, ou, ce qui revient au même, la modification du futur déjà réalisé est possible, à condition que le futur soit de plus faible densité que le présent. Quand je parle de faible densité, mais là je vais un peu trop vite, mais tu m'as obligé à en parler d'avance. Voilà. Je vais en parler après, donc diapositive suivante. Donc
Bon, attends. J'ai oublié de dire quelque chose là. Oui, je crois que j'ai oublié de dire des choses. On a bien fait de rester là. Donc, pourquoi extension immatérielle? Puisque, en fait, justement, les informations qui déterminent la trajectoire d'une boule de billard, qui a perdu toute son information au bout de quelques chocs, font partie du vide. Ce sont des informations qui sont liées à la structure intime de l'espace. D'accord? Donc, ça veut dire que ces informations qui nous déterminent de façon non exclusivement mécanique sont bel et bien immatérielles. Ensuite, ça survit après la mort? Oui, parce qu'on sait aujourd'hui que les informations immatérielles, qui sont de nature quantique, sont indépendantes de l'espace et du temps. Et il y a un grand physicien, Antoine Suarez, qui n'arrête pas d'appuyer là-dessus, qui n'arrête pas de dire dans ses conférences, il fait des conférences d'ailleurs sur la conscience quantique, et son expérience, elle est imparable. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on s'aperçoit que le temps n'existe pas réellement, c'est-à-dire qu'en fait tout est simultané lorsqu'on observe une particule. La trajectoire de cette particule se met à exister seulement au moment où on l'observe, y compris dans son passé, c'est-à-dire que le passé de cette particule qui n'existait pas auparavant puisque c'était un nuage probabiliste, se met à exister après son observation, ainsi que son futur, c'est-à-dire qu'on a créé instantanément à la fois le passé et le futur de la particule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a que des lignes temporelles. Et l'espace en mécanique quantique n'existe pas non plus, pas à cause de ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire le fait que deux particules jumelles puissent être intriquées, indépendantes de la distance, c'est-à-dire corrélées, c'est-à-dire ce qu'on va faire sur l'une va agir sur l'autre, alors qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. Et durant ces dernières années, il s'est passé quelque chose de très important et qui a corroboré ce que j'ai écrit dans La Route du Temps, et j'étais donc très content, parce que ça a empêché les physiciens de me taper dessus. C'est qu'on a découvert que, expérimentalement, ce qu'on avait anticipé, et je m'en étais servi d'ailleurs pour oser dire ce que j'ai dit dans La Route du Temps, on s'est aperçu que cette non-localité spatiale, donc le fait que deux particules jumelles puissent être intriquées, donc corrélées, quelle que soit la distance, est valable dans le temps. C'est-à-dire que ces deux particules peuvent être séparées par le temps. C'est-à-dire qu'il existerait un tas de phénomènes pour lesquels, quand quelque chose change dans le présent, quelque chose change simultanément dans le futur, ainsi que dans le passé, sans aucun lien de causalité pour présider à ces changements. Ce qui fait dire à des physiciens très respectés comme Étienne Klein ou Alain Cohn que pour Étienne Klein, le futur pourrait changer maintenant, indépendamment de la causalité, et pour Alain Cohn, le fait que le passé pourrait changer maintenant, indépendamment de la causalité. D'accord? Donc, cette chose qui détermine le vivant, qui anime le vivant, parce que la mécanique est impuissante à animer le vivant, elle est bien obligée de survivre après la mort, puisqu'il s'agit d'informations qui sont indépendantes de l'espace et du temps. Voilà, diapo suivante. Oh ben quand même. Elle a du mal à passer la suivante. Il y a du temps, donc il n'y a plus de... Donc, oui, rappelez-vous de ça, parce que ça c'est quelque chose, il ne faut pas hésiter à dire à des scientifiques, hein, parce qu'il va falloir le tambouriner. L'âme existe officiellement, scientifiquement, à partir du moment où on la définit comme étant quelque chose de non mécanique, immatériel et qui survit après la mort. La science nous démontre aujourd'hui que ça existe. Alors, maintenant, avant d'introduire, est-ce que Isabelle, je ne suis pas trop long là? Non, ça va. Alors, parce que avant d'introduire donc le mécanisme par lequel la conscience pourrait agir sur notre futur, il est important, pour avoir une compréhension rationnelle,
d'utiliser ce genre de modèle qui consiste à dire que tout se passe comme si, dans notre vie, et pour ce qui concerne notre futur déjà réalisé, nous évoluons à l'intérieur d'un tunnel invisible qui correspond, donc on marche dans ce tunnel, ça correspond au passage du temps, et ce tunnel peut lui-même évoluer sur la mer quantique. C'est-à-dire, je représente ici en 3 dimensions, et même en 2, quelque chose qui a lieu en 10 dimensions, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet univers d'informations qu'on surajoute à notre réalité qui en a 4, en fait, elle a 6 dimensions supplémentaires. Et donc il n'est pas étonnant que le vide quantique soit aussi plein, puisque le vide aurait 10 dimensions, en tout cas 6 de plus que notre réalité, alors que notre réalité n'en a que 4. Donc si on représente notre réalité avec seulement 2 dimensions, le fait qu'on avance dans un tunnel, donc la dimension, et qu'on utilise 2 autres dimensions, puisque là c'est un mouvement à 4 dimensions, pour représenter la mer quantique, alors donc 2 dimensions à la place de 6 et 2 à la place de 4, d'accord, on réduit énormément, hein. Donc ça fait que tout se passe comme si notre futur changeant consistait à le temps qui passe revenait au fait qu'on se déplace dans un tunnel invisible qui lui-même peut bouger. Alors il peut bouger là évidemment comme il s'agit il peut bouger de manière fluide comme on a l'impression que c'est, mais en fait il peut bouger également de manière saccadée, sauf que c'est difficile de trouver une représentation qui mette en valeur tous les cas de figure. Alors la chose intéressante à comprendre là, c'est que les vagues de cette mer qui correspondent aux fluctuations du vide, d'accord, c'est quelque chose qui donc agit sur notre futur, donc il est impossible de ne pas relier à nos intentions. C'est-à-dire que nos intentions soient conditionnées ou pas, que nous soyons libres ou pas, que nous ayons un vrai libre arbitre ou pas, il est indéniable que ces vagues de la mer quantique soient corrélées à nos intentions. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes peut-être pas libres, mais comme notre futur change, c'est peut-être notre futur qui nous ramène nos intentions. Puisque nous avons l'intention de faire, nous avons l'impression de faire ce que nous avons l'intention de faire. D'accord? Donc il y a bel et bien une corrélation entre ce qui provoque les changements dans notre futur, que nous soyons libres ou pas, et donc les vagues de la mer quantique. Et c'est quoi nos intentions? C'est nos états de conscience. C'est nos états de conscience. En plus, c'est pas seulement nos intentions. Quelqu'un qui va avoir, quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui a un état de conscience bien déterminé, il s'en rend même pas compte, mais tout le monde voit bien que tel type de personnage, il va lui arriver telle chose. D'accord? Donc c'est d'une manière plus générale, les vagues de la mer quantique sont reliées à notre conscience. Alors, diapo suivante. Donc là, j'ai demandé à un graphiste qui m'a proposé bénévolement son concours d'essayer de me représenter un futur qui change, mais en prenant le cadre le plus standard possible. C'est-à-dire que avant de commencer à aborder vraiment les synchronicités et tout ça, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui arrive à tout le monde. D'accord? Donc là, je prends le cas de figure où vous travaillez pendant quelques mois, et puis ensuite vous partez en vacances pendant 1 mois ou 2, et puis ensuite vous travaillez à nouveau. Donc vous travaillez, vous avez vos habitudes, donc vous avez un passé qui est très serré, on appelle ça danse en information, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire est à peu près prévu d'avance, et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pendant les périodes où vous êtes en train de travailler, vous allez vous lever tous les matins, etc., etc. Et il ne peut pas vous arriver grand-chose d'autre que ça. Hein. En tout cas, la probabilité la plus dense, la probabilité que vous ne sortiez pas de votre travail est très dense. Et puis vous entrez dans une zone de vacances où là, l'univers n'est pas capable de déterminer d'avance ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver. Et donc l'univers va créer un arbre. Il va créer tout un paquet de lignes temporelles, d'épaisseurs qui vont correspondre à la probabilité que vous viviez ça dans la réalité, et ensuite
votre futur va à nouveau être dense, ceci étant déterminé d'avance. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes tout en bas, là, dans le passé. Vos vacances sont déterminées d'avance, mais de façon non dense, en vous laissant tout un tas de possibilités. Et par contre, le fait que vous allez retourner à votre travail est déterminé d'avance de façon très dense. Voilà, cet exemple, il est intéressant, parce qu'il concerne absolument tout le monde, mais même dans ce cas-là, vous pouvez changer votre futur. C'est-à-dire que suivant ce que vous allez vivre pendant vos vacances, et là, en l'occurrence, Gabriel, donc mon graphiste, a essayé de représenter 3 opportunités de rencontre qui peuvent changer l'état d'esprit. D'accord? Ceci n'est pas déterminé. L'espace-temps, l'univers n'est pas capable de déterminer d'avance ce que vous allez faire au moment des bifurcations potentielles, c'est-à-dire durant ces 3 rencontres entre différents futurs possibles correspondant à d'autres passés. L'espace-temps n'est pas capable de déterminer, c'est ce qu'on appelle l'indéterminisme. On va dire la situation pendant vos vacances, elle est plus ou moins quantique, d'accord? Et donc là, on a représenté le fait que durant la 2e bifurcation, il se passe quelque chose, tiens, il y a une prise de conscience, grâce aussi aux opportunités, et la personne se retrouve d'un coup sur de nouveaux rails. Elle est passée dans un autre univers parallèle, d'accord? C'est-à-dire elle a fait le pas qui a fait qu'elle a rencontré quelqu'un et que sa vie va changer, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'elle va retourner au travail, tout va se passer comme avant, mais elle sera d'une humeur différente et puis ça va changer totalement son futur ensuite. Donc elle sera passée d'un futur orange à un futur vert. Et ça aura changé par la même occasion son passé, même si c'est pas beaucoup, mais il suffit d'un gène. D'accord? Il suffit d'un gène pour créer une modification du passé qui fait que notre futur peut changer considérablement. Diapo suivante. Il faudrait peut-être un jour informer le public qu'on a compris que la réalité n'était pas ce qu'on perçoit, mais que ce qu'on perçoit, c'est une superposition, c'est déjà une superposition de tous les possibles. Nous ne vivons pas dans une réalité qui est intégralement définie déjà à notre niveau, à cause de ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui fait qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. Il existe une limite en termes de quantité d'informations en dessous de laquelle l'univers ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il existerait, si on voulait aller encore explorer dans le détail, une multitude de possibilités. C'est-à-dire que la réalité qu'on perçoit, même quand une fois qu'elle est observée, elle reste une réalité sensiblement peu dense. Elle est très dense, mais elle est sensiblement peu dense. Il manque de l'information. Ça, c'est un premier niveau de densité. C'est le niveau de densité de la matière. Et il existe un 2e niveau de densité, qui est celui qu'on a découvert en mécanique quantique. C'est la densité quantique, c'est-à-dire le fait que la réalité peut être faite d'états réellement superposés avant qu'on les observe. Et cette densité quantique, ça correspond à ce qu'on appelle la fonction d'onde, la superposition d'états. Enfin, je ne vais pas parler de mécanique quantique, sinon on ne s'en sort pas. Mais disons que ça correspond à un autre état de la réalité, je n'ose pas dire de la matière, de la conscience en nous-mêmes, qui correspond à un état d'extrêmement faible densité. Donc, il y a deux densités dans la nature. Et ça, c'est clair et net. Il n'y a personne qui va me... Il y a au moins deux densités d'informations différentes dans la nature. Et on a vu que la première densité, ça correspond à notre réalité physique, matérielle, et que la deuxième densité, ça correspond à une réalité de conscience, puisque c'est ce qu'on a relié à la mer quantique, c'est-à-dire les fluctuations du vide, le fait que le quantique non manifesté, la réalité quantique non manifestée, c'est une réalité peu dense qui correspond à la conscience. D'accord ? Et ce que je propose ici, c'est que notre réalité ne soit pas limitée à deux densités, mais qu'il y en ait d'autres niveaux de densité. Pour une simple raison, c'est que lorsqu'on rajoute la densité de la conscience, on rajoute 3 dimensions. Or, on en dispose de 6. Donc ça, c'est déjà une première raison. Donc on peut déjà rajouter, pour des raisons mathématiques,
un troisième niveau de densité, que j'appelle la densité du soi. Et pour des raisons non mathématiques, mais tout simplement parce que pour arriver à héberger ce qu'on appelle le multivers d'Everett, dans notre réalité qui ne contient, dans la réalité globale, qui contient seulement 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que le champ des possibles d'un seul individu, si on lui permet de faire vraiment n'importe quoi, il peut largement dépasser ça. Et donc, il est intéressant, mathématiquement parlant, d'un point de vue cybernétique, d'organiser la réalité en différents niveaux de densité, sachant que chaque niveau de densité va définir une ligne temporelle qui va servir de guide à la densité supérieure. C'est-à-dire que c'est là qu'on résout le problème du libre arbitre. Nous avons un libre arbitre et en même temps nous n'en avons pas. C'est-à-dire que si on se fie à la partie de nous-mêmes qui est dans la réalité dense, c'est ce que j'appelle notre moi, nous avons un libre arbitre extrêmement réduit. Par contre, si on considère que nous ne sommes pas ce moi, mais que nous sommes la partie de nous-mêmes qui se trouve dans la réalité beaucoup moins dense qui est celle du soi, à ce moment-là, nous avons un libre arbitre si on considère que nous sommes soi. Nous n'en avons plus si on considère que nous sommes moi. C'est pour ça qu'il y a certains grands sages qui disent que nous n'avons pas, comme Krishnamurti, qui a déclaré que nous n'avons pas de libre arbitre. Oui, parce qu'il se place du point de vue du moi, parce qu'il se place du point de vue de la majorité des gens, enfin du point de vue auquel tout le monde se place. En réalité, notre identité, elle se définit à de multiples niveaux, c'est-à-dire le niveau physique, que j'appelle celui de l'anima, en piquant un peu à Jung certaines notions, le niveau de la conscience consciente, parce que la conscience, elle est faite pas seulement de conscience, mais aussi d'inconscience. Donc, le niveau de notre conscience consciente, c'est ce que j'appelle le niveau du moi, c'est le niveau de l'ego, de la personnalité, et le niveau du soi. Donc, je vous ai donné au moins 2 raisons de croire physiquement, pour des raisons mathématiques en plus, à l'existence du soi. Et on peut enfin continuer ainsi indéfiniment et parler d'extérieur de notre réalité, c'est-à-dire que là, on ne peut pas, si on parle de notre réalité, c'est-à-dire de tout ce qui arrive de toute éternité dans notre réalité, on ne dispose que de 10 dimensions. Et donc là, on va considérer que notre soi contribue à créer notre réalité. C'est la partie de nous-mêmes, de notre âme. Donc je définis notre âme comme étant l'ensemble du moi et du soi. L'âme a 6 dimensions. Donc notre soi est bien qu'une partie de nous-mêmes qui travaille dans cette réalité-là, dans cet univers physique. Par contre, au-dessus, ce que j'appelle l'esprit, en continuant de diminuer la densité, ne travaille plus dans notre réalité. Il peut travailler simultanément dans d'autres réalités. Voilà. J'hésite à rentrer dans certains détails. Diapo suivante. Donc, donc ça c'est le modèle que j'ai présenté en faisant une synthèse, parce que bon, on aime bien c'est le modèle que comment ça ressemble, mais alors, non, mais si on rajoute effectivement tout en bas ce qu'on appelle la réduction d'état en mécanique quantique, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le passage du temps, on aboutit à 10, mais c'est pas fait exprès, hein. C'est-à-dire que, justement, je préfère qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, j'aboutis à ça pour des raisons rationnelles, d'accord? Ensuite, celui qui veut y voir là-dedans la Kabbale, c'est son truc, hein. Moi, je veux bien, mais je préfère présenter les choses... voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai représenté 12 pôles de la conscience? Parce que la conscience, en fait, et ça, oui, j'ai dû squeezer une diapo pour présenter ça, parce que j'avais peur d'être trop long, parce que la conscience, ça correspond à l'espace. La conscience, ça correspond à ce que j'appelle les vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace. Bon, le mot quanto-gravitationnel, bien sûr, va vous paraître un peu... ce sont les vagues de la mer quantique. Ce
la mer quantique que je vous ai représentée tout à l'heure, c'est de l'information non manifestée dans la réalité. D'accord? Donc je l'ai représentée à 2 dimensions au lieu de 6 sous la forme de vagues. Et ces vagues de la mer quantique, ce sont des vagues de l'espace. Hein? Donc la conscience, c'est l'espace. Et si on veut décrire, par exemple, pour ce qui nous concerne chacun de nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps, cerveau, par rapport à ces vagues de l'espace, ben en fait, il faudrait nous projeter en 2 dimensions et considérer que, voilà, nous devons décrire, ou plutôt l'inverse, enfin, bon, considérer que nous devons décrire la conscience à partir de ces informations dont nous disposons. Donc, ce sont des informations spatiales qui ont à la fois un contenu spatial que j'associe au mental, pour des différentes raisons que je ne vais pas développer, et des informations vibratoires que j'associe à l'émotionnel. D'accord? Pour des raisons là qui sont plus faciles à intuiter. D'accord? On parle beaucoup de vibrations lorsqu'on parle d'émotion. Bon. Ça a une correspondance physique. Maintenant, sachez que ça a une correspondance physique. D'accord? On peut considérer que ce qu'on appelle vibration, en ésotérisme, il y a beaucoup de gens qui parlent de vibration, mais les physiciens se demandent, mais c'est n'importe quoi. Bon. Ce sont des vibrations de l'espace. Ça a un sens. D'accord? Et on peut identifier un 3e pôle, qui est le pôle de la conscience elle-même, donc que j'appelle alternativement anima, moi, soi, esprit. Alors nous, on est au niveau du moi. Bon, donc on n'a pas conscience de notre anima ni de notre soi. Bon. La conscience, c'est très très logiquement des informations de plus forte amplitude. C'est-à-dire que dans une mer quantique, d'accord, il va y avoir par exemple, tiens, telle vague, et ça va être la conscience. Mais toute l'information, même si elle est infiniment petite, qui entoure et qui compose la personne, c'est de l'information absolument fondamentale, même si elle n'est pas ressentie. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui va contenir le plus d'informations qui vont fabriquer le mental, puisque le mental est une machine qui fonctionne inconsciemment, et l'émotionnel, qui est elle-même une machine qui peut fonctionner inconsciemment, mais qui peut se mettre à créer des vagues de forte amplitude. C'est là qu'on ressent le plus d'émotions. Donc il y a des raisons mathématiques d'attribuer 3 dimensions à la conscience, et comme il y a plusieurs niveaux de densité, ça nous amène à définir dans notre réalité 9 centres pour la conscience. Après, si on va encore au-dessus, on n'est plus dans notre réalité, parce que la physique décrit un espace-temps, et en dehors de cet espace-temps, on pourrait parler de réalité parallèle à ce moment-là. Donc l'esprit, si nous avons un esprit, pourrait gérer plusieurs réalités, d'accord? Alors que notre soi peut gérer une seule réalité, mais ça n'empêche pas notre soi d'être relié à plusieurs moi dans notre réalité. Et ça correspondrait à des incarnations simultanées, d'accord? Et ce qu'on appelle la réincarnation ne serait pas une véritable réincarnation, mais le fait que nous avons des moi dans le passé qui ne sont pas nous-mêmes, mais qui sont en même temps nous-mêmes, puisqu'elles sont reliées à notre véritable identité. C'est-à-dire que notre moi, nous ne sommes pas notre moi, nous sommes plutôt l'entité consciente que nous allons rejoindre après la mort. Et donc, on peut accepter la théorie de la réincarnation, disons, en se positionnant dans un système de pensée qui oublie l'existence du soi, mais dès qu'on se positionne dans un système de pensée qui organise la conscience comme un vaste cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce modèle-là, je le présente comme un modèle cybernétique parce que je suis un spécialiste des réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans ma vie, j'ai fabriqué des cerveaux électroniques, des cerveaux informatiques. Et au passage, oui, je ne pensais pas en parler, mais c'est le fait de faire de l'intelligence artificielle qui m'a fait découvrir que la mémoire ne pouvait pas être contenue dans le cerveau. C'est vachement important. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. C'est-à-dire que j'ai développé des réseaux de neurones pour fabriquer des robots qui sont capables d'apprendre à reconnaître tout un tas d'objets complexes, etc. Et je me suis rendu compte, lorsque j'essayais ensuite de récupérer
la mémoire de ce que j'avais appris à mon robot à l'aide de l'information qu'il y avait dans le réseau. J'arrivais jamais à récupérer cette mémoire. Tout ce que j'arrivais, c'était à récupérer une information dégradée qui était que je pouvais visualiser sous une espèce de brouillard spectral. Bon, une information très dégradée qui rend impossible le fait de remonter à l'original, alors que l'original, quand on reconnaît, il est vachement... Et l'original, il est sur le disque dur, il n'est pas dans le cerveau. Et en plus, les propriétés de ces traces de la mémoire que j'observais, elles étaient disséminées dans tout le cerveau. Et c'est exactement ce qu'on observe en neurophysiologie, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le siège de la mémoire, par contre, on trouve des traces de chaque mémoire partout dans le cerveau. Et quand on enlève un bout de cerveau, eh ben le gars, la personne continue de se souvenir. Voilà, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Ça, c'est quelque chose, donc, et beaucoup de choses dans mon expérience de chercheur et surtout d'ingénieur m'ont fait tilt et ont fait que j'ai adopté ce genre de position. Mais pour moi, ce sont des certitudes, parce que je suis allé au charbon, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai réalisé ces choses-là. Donc, diapo suivante. Voilà, donc là c'était parce que je pense que c'est là qu'on commence à aborder donc la magie c'est là qu'on commence à aborder la magie donc du hasard. C'est que, mais il fallait que je vous présente le modèle physique quand même. Donc voilà le modèle que j'ai on va dire découvert expérimentalement, sans même avoir le modèle théorique, lorsque j'ai écrit mon premier livre, La route du temps, et que j'ai décidé de faire des expériences pour vérifier l'existence du phénomène de synchronicité. Donc je décris ça pour les lecteurs pour les personnes qui sont intéressées à découvrir comment je suis arrivé à avoir cette pensée. Voilà, intéressez-vous plutôt à mon premier livre où je décris toutes mes expériences, donc je ne vais pas vous relater ici. Donc ce sont des expériences de dialogue avec l'ange. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où on considère que nous ne sommes pas notre conscience, d'accord ? Nous ne sommes pas notre moi. On a le droit, et il existe des raisons physiques fondamentales, d'essayer de se connecter à une partie de soi-même qui n'est pas matérielle. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais que font les gens qui essayent de faire ça? Eh bien, tout simplement, ils parlent à leur ange, ils dialoguent avec l'ange. J'ai lu des bouquins sur les anges. Moi, je suis très laïque, hein, donc je ne vais pas dans les pratiques religieuses, la prière, tout ça. J'ai essayé d'aborder cette question des anges de la manière la plus détachée, la plus laïque, la plus rationnelle, en fait, on va dire possible. Et en lisant des bouquins, et notamment le livre Dialogue avec l'ange, qui est quand même un livre compliqué, hein, mais disons que si on est intuitif, ce livre, on peut l'adorer. Et ben, j'ai eu un déclic qui a fait que je me suis lancé dans ces expériences-là. Et ça a marché. Et après, donc, ça a déclenché chez moi, parce que je suis très mental, énormément de réflexion, etc. Et j'ai fini par... ça a marché, mais en cascade. Hein. Enfin, je raconte ça dans le livre. Et donc j'ai fini par essayer de me coucher sur le papier tous les états d'esprit qui sont nécessaires pour arriver à déclencher les synchronicités, c'est-à-dire à se créer un futur qui peut paraître tout à fait impossible mais qui correspond à ses rêves. Voilà. Alors pour ça, il est très important d'abord de trouver qui on est, de trouver son être intérieur, c'est-à-dire vraiment, ça peut arriver... La moitié du temps, ça arrive à travers de grosses épreuves, suite à de grosses épreuves. L'autre moitié du temps, ça arrive spontanément chez un tas de gens qui sont capables, qui vivent avec ça. Et beaucoup de grands chefs d'entreprise sont capables de se connecter naturellement et c'est comme ça qu'ils réussissent leur parcours. Moi, j'ai aussi un parcours de chef d'entreprise et je me suis demandé comment j'arrivais parfois à faire marcher des trucs de manière imprévue. Bon. Et petit à petit, je me suis aperçu que donc,
l'état d'esprit est fondamental lorsqu'on essaye d'obtenir ce qu'on désire, mais c'est pas, le désir n'intervient pas là-dedans. Ce qui intervient là-dedans, c'est l'authenticité. Voilà. Et donc, je résume l'état d'esprit préalable qu'il faut avoir pour déclencher les synchronicités, c'est se déconditionner, donc se déconditionner le mental et l'émotionnel. Se déconditionner le mental, ça consiste à lâcher prise. Se déconditionner l'émotionnel, ça consiste à faire confiance, se faire confiance. D'accord? Et identifier son être intérieur. Donc là, c'est arriver à faire une connexion à ce que j'appelle le soi, donc le véritable qui on est. Pour ça, il faut demander qui suis-je, où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, tout ce que vous faites. Il ne faut pas hésiter à opérer cette introspection intérieure où on va revisiter toute sa vie et essayer de comprendre le sens de sa vie, d'accord? De manière détachée, etc., etc. Et quand on a réussi à faire ça, donc on se libère de 3 conditionnements, parce qu'il existe 3 conditionnements, parce qu'il existe 3 prisons. Parce que notre conscience du moi, elle est emprisonnée dès qu'un centre se met à monopoliser toute l'énergie. C'est-à-dire que nous avons 3 centres, le centre mental, le centre émotionnel, le centre du moi. Lorsque le moi monopolise toute l'énergie, ça conduit à l'ego. Et donc, pour éviter ça, il faut apprendre à se détacher, comprendre que nous ne sommes pas la personne que l'on croit être. De toute façon, même quoi que ce soit que l'on croit et dont on est conscience, nous ne sommes pas cette chose-là, parce que nous sommes un être embarqué dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Notre véritable réalité, c'est celle du soi. Et les 2 autres problèmes, les 2 autres prisons sont la prison du mental, qui est probablement la plus difficile, et plus on est intelligent et plus on est emprisonné dans le mental, et c'est la prison la plus difficile. C'est très très difficile de lâcher prise parce que c'est inconscient. Alors que l'ego, on peut arriver à s'en libérer parce qu'on peut avoir conscience de son ego, on peut même en être fier, alors que le mental, on ne se rend pas compte qu'on fonctionne comme une machine, d'où l'intérêt des techniques de méditation. D'accord? On ne se rend pas compte qu'on n'arrête pas de penser. Et l'émotionnel, pour arriver à ce... Alors l'émotionnel, c'est une machine qui est très intéressante parce qu'elle permet d'éviter de penser. Donc c'est toutes les idées reçues, tous les jugements a priori qu'on a sur n'importe qui, sur soi-même, sur les gens. Il faut se débarrasser de tout ça. Il faut se débarrasser de tous les jugements qu'on peut avoir sur n'importe qui, de tout ce que la télévision et les médias nous donnent comme jugement automatique, hein, toutes les diabolisations, etc. Il faut se débarrasser de tout ça. Tout ça, c'est des nuisances, d'accord? Et lorsqu'on s'est débarrassé de toutes ces nuisances émotionnelles et du problème du mental et de l'ego, à ce moment-là, on se connecte automatiquement, on est connecté automatiquement au soi. C'est pas la peine de... C'est-à-dire que c'est dans la nature de l'humain. C'est dans la nature de l'humain profonde que d'être connecté. Et c'est uniquement notre conditionnement social qui nous empêche de l'être. C'est dans la nature de l'humain profonde que d'être spirituel. Et c'est uniquement notre conditionnement, le conditionnement de notre société matérialiste qui nous apprend que des choses fausses sur la réalité. Je vous ai donné 4 exemples d'erreurs fondamentales qui conduisent à des dérives. Je vous ai parlé de transhumanisme, je vous ai parlé d'eugénisme, je vous ai parlé de tous les problèmes de la société actuelle. Tous les problèmes de la société, tout ce dont on se rend compte qu'il va falloir changer, parce que la planète, on est en train de la foutre en l'air, ça vient de l'ignorance de l'existence du soi. Voilà. Donc, dans la route du temps, je donne ensuite alors voilà, qu'est-ce que c'est que le détachement? Je donne un résumé pour donner des mots-clés, parce que vous avez besoin de mots-clés. Et moi-même, j'avais besoin de mots-clés. Quel est le mot-clé qui... Donc, accepter le changement en ce qui nous concerne, accepter de faire des choses qui ne sont pas nous-mêmes. Pour lâcher prise, laisser agir, apprendre à laisser agir. C'est-à-dire, on a envie, dans certains cas, sous l'emprise du mental, de dire certaines choses ou d'agir selon certaines... voilà, laisser agir, apprendre à s'inscrire, à se mettre dans le laisser agir. Donc ça, tout le bouddhisme vous l'apprend. Et la confiance, alors ça c'est quelque chose de très important et qu'on mésestime. Il faut apprendre à sortir des sentiers battus. Et tout ça, c'est quelque chose de... En fait, c'est pas transcendant, ce sont que des efforts.
apprendre à accepter le changement, à laisser agir et à sortir des sentiers battus, ça demande simplement des efforts. Il n'y a pas besoin d'être fortiche intellectuellement ou doué ou quoi que ce soit. Les talents ne sont pas là. Les talents, ils sont au-dessus. C'est pas là qu'il y a des talents. C'est là qu'il y a de l'apprentissage. Donc il faut apprendre à faire les efforts du détachement, de lâcher prise et de la confiance pour sortir des 3 prisons, ce qui permet d'activer l'une des 3 connexions, si ce n'est les 3. Et les 3 connexions au soi, la connexion mentale au soi, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Bon, moi j'ai besoin de beaucoup d'intuition dans ma carrière, dans ma vie, parce que je suis un chercheur, un innovateur, etc. Ma méthode, ce n'est pas de faire de la méditation, c'est de faire des grosses randonnées en montagne, d'où le fait que d'où le livre La route du temps qui fait une métaphore entre la randonnée en montagne et l'arbre de vie. Bon, c'est ça. Mais il existe la connexion émotionnelle au soi, pour laquelle il n'y a pas besoin d'autre chose, qui est installée par la confiance en soi, qui est la foi. La foi religieuse, la foi du chef d'entreprise, toutes les sortes de foi. La foi étant le contraire d'une croyance. La foi, c'est opposé aux croyances. Les scientifiques ont tendance à diaboliser les personnes qui ont la foi en disant que ces personnes-là ont des croyances. C'est exactement l'inverse. Ce sont les scientifiques qui sont bourrés de croyances, alors qu'une personne qui a la foi n'est pas dans une croyance. Une croyance, c'est le mental. Il ne faut pas confondre. Et donc, voilà. Et puis, pareil, pas besoin d'être intelligent pour donner le meilleur de soi. Donner le meilleur de soi, c'est ce qui va installer automatiquement la connexion au soi, sans passer par le mental, sans passer par... On retrouve tout un tas de préceptes. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair. Diapo suivante. Et donc, d'où la théorie de la double causalité, parce que lorsque vous vous connectez au soi, vous vous connectez directement à votre futur, parce que la couche de densité d'information à laquelle vous vous connectez, c'est la couche qui change l'emplacement de votre tunnel de vie. D'accord ? En fait, il y a un problème avec le temps, c'est que le futur et le passé, tel qu'on l'entend, ne sont pas des choses à attendre, ce sont des choses qui sont déjà dans le présent. Notre vrai futur, qui s'inscrit dans le temps réel et non pas le temps illusoire, il est perpendiculaire à ça. Et donc il faut aller le chercher dans l'information qu'on trouve perpendiculaire à ce tunnel de vie. Et c'est quoi? C'est l'information liée aux densités inférieures, donc l'information liée au soi. Et lorsqu'on se connecte au soi, on modifie directement son futur sans passer par le présent, sans passer par la causalité. C'est-à-dire que votre tunnel de vie, mais on peut prendre d'autres métaphores, va bouger quelque part, il va se déplacer, nos intentions vont exciter le vide quantique, et n'oubliez pas qu'il existe des zones de faible densité, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, qui font que le présent n'est pas relié au futur, n'est pas partout relié. Le présent peut être relié, notre futur peut être parfaitement défini, mais peut être relié par un fil à notre présent, ce fil ne se déroulant qu'après. Notre futur peut être densément configuré avant ce que nous allons vivre avant. Enfin, c'est-à-dire que tout est en place pour permettre une véritable influence du futur sur le présent, et comme notre soi va bouger notre futur et qu'il existe des zones de faible densité, attention, ces zones de faible densité, il faut quand même les créer. Pour ça, il faut soit partir en vacances, soit sortir des sentiers battus, enfin, etc. Il faut changer de mode de vie. D'accord ? À ce moment-là, le futur sera bien obligé de créer le présent, et c'est ce qui va créer la rétrocausalité, dont je parle dans ma théorie de la double causalité, que je résume en disant que les coïncidences dont on ne comprend pas nécessairement le sens, mais des fois on peut le comprendre a posteriori, viennent du fait que ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur, et les véritables synchronicités, celles qui nous font sens, c'est-à-dire en les vivant, on découvre, on a l'impression que l'univers cherche à concourir à ce qu'on a envie de faire,
c'est nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent à leur tour les causes d'effets dans le présent. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, pour terminer, je vais parler de deux lois, ce qu'on appelle la loi d'attraction et la loi de la répulsion. La loi d'attraction, je vous l'ai déjà fait un peu sentir, parce que les conséquences de tout ça, c'est que tout simplement, nous attirons les réalités que nous pensons. Hein. C'est-à-dire que notre état d'esprit détermine nos futures réalités à vivre, que ce soit dans le conditionnement ou dans la libération. Mais par contre, chose très importante, quelque chose qui est très très courant, c'est qu'il y a aussi une résistance du futur. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher à faire des choses nouvelles que vous n'avez pas l'habitude, vous voulez changer votre vie, vous voulez sortir d'un conditionnement, etc., etc., l'espace-temps, il a une constante de temps. L'espace-temps a besoin de temps. Votre futur a besoin de temps. Il ne va pas basculer comme ça instantanément. Ça va se faire de manière fluide. Ça va être des probabilités qui vont être denses à certains endroits, non denses à d'autres, qui vont concurrencer d'autres probabilités, tous les futurs probables, qui vont être denses à certains endroits et pas à d'autres, à l'intérieur desquels des lignes vont circuler et vous ne savez pas d'avance quelle ligne vous allez réellement emprunter, parce que tout ça, c'est encore fragile et en mouvance perpétuelle. D'accord ? Et donc, si vous avez effectivement, vous avez l'impression d'être rentré sur un chemin, vous avez fait une rencontre, vous avez trouvé une maison, vous avez trouvé des choses importantes qui changent la vie, waouh, vous avez l'impression que ça y est, vous êtes parti sur un nouveau chemin, etc. Mais la moindre des fragilités risque de faire ressurgir votre ancien futur. Il est important de parler en termes d'ancien, nouveau, passé, futur. L'ancien et le nouveau, ça correspond au temps réel, perpendiculaire, que les physiciens appellent d'ailleurs temps imaginaire. Et c'est une coïncidence, parce qu'il dépend bien de l'imagination. Presque une synchronicité. Donc, habituez-vous à parler en termes de... La physique nous apprend aujourd'hui, carrément, hein, qu'il existe un passé et un futur, mais on pourrait aussi parler d'un ancien et d'un nouveau. Donc on peut parler d'ancien passé, de nouveau passé, d'ancien futur et de nouveau futur. Donc vous êtes perpétuellement votre état d'esprit, vos états de conscience sont perpétuellement en train de modifier les probabilités, que ce soit dans votre nouveau futur ou dans votre ancien futur. Donc votre ancien futur peut réapparaître subitement, et c'est ce qui crée toutes les lois de l'emmerdement maximum qu'on peut connaître. Que ce soit à petit niveau, donc on appelle ça la loi de Murphy, l'effet des mots, que j'ai beaucoup vécu dans ma carrière d'ingénieur, où j'ai fait des centaines de démonstrations et j'ai fini par comprendre que la réussite d'une démonstration dépend de l'état d'esprit, beaucoup plus que du travail. Et les projets difficiles, les décisions qui changent la vie ou dont la réalisation est encore aléatoire. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai fait l'acte, où j'ai signé l'acte qui allait vraiment changer ma vie, complètement ce jour-là, exactement, où j'ai changé ma vie, je suis tombé en panne sur l'autoroute, dépanneuse et compliquée, alors que je ne suis jamais tombé en panne de ma vie. Est-ce que c'est un hasard? Voilà, c'est à vous de juger. Voilà. Et les changements de paradigme au niveau collectif, parce qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tirés par un ancien futur de notre société matérialiste qui est en train de nous amener à devenir des consommateurs qui vont ensuite devenir du bétail, des esclaves, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, toutes les dérives qu'on peut imaginer, que le film Cloud Atlas, que je vous conseille de regarder, dont il parle pas de choses, il parle véritablement de choses qui risquent d'arriver. Et donc les changements de paradigme, et le grand changement de paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui, soit c'est le matérialisme qui gagne et on va vers ce truc dramatique, soit l'homme prend conscience de sa véritable nature,
qui est spirituel, et à ce moment-là, on va vers un futur que certains appellent l'âge d'or, etc. Bon. Diapo suivante, pour résumer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire très attention concernant ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est que la loi de l'attraction issue du Nouvel Âge, New Age et compagnie, de tout le business anglo-saxon qu'on fait autour de ça, je peux être à 90%, il y a une confusion entre le soi et le moi, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux gens à faire attention au fait qu'ils ne sont pas leur conscience, qu'ils ne sont pas cette identité qui veut plus d'argent, qui veut plus de bonheur, trouver l'amour, etc. Franchement, il faut sortir de ce merdier épouvantable qui est en train de dénaturer une vérité fondamentale. Cette vérité fondamentale, c'est ce qu'on a appelé la loi de l'attraction, mais qui est en fait une loi physique et qui vient du fait que, dans le sens du passé, les choses ont tendance à s'ordonner. Dans le sens du... Et lorsque vous créez une réalité dans votre futur qui n'est pas vécue, il faut bien que l'univers la crée, et l'univers la crée en suivant une loi qui consiste à minimiser l'information, c'est-à-dire à ordonner l'information. C'est ça qui crée non seulement les synchronicités, mais qui explique toutes les autres synchronicités, que ce soit astrologique, numérologique, etc. J'aurais pas dû le dire, mais là j'ai pris, enfin bon. Et pour arriver, en tout cas, à créer ce futur-là, qui va, si vous voulez, il y a une nuance à faire, c'est-à-dire que ce futur-là, vous le créez avec votre libre arbitre, mais ce futur-là, il ne faut pas oublier qu'il est créé mécaniquement. Donc vous allez quand même continuer de trouver des lois mécaniques dans ce futur que vous allez parcourir, et pourtant il est nouveau, il a été créé par vous. Donc c'est tout le... Bon, ça c'est à méditer. Et donc se souvenir que pour arriver à créer la magie du hasard qui n'existe pas, le détachement, le lâcher-prise et la confiance sont les trois efforts fondamentaux. Savoir dire non, c'est très important parce que il y a des expériences qui ont été faites, notamment les expériences de Libé, qui ont montré que nous n'avions pas de libre arbitre. Sauf dans le cas où nous savons dire non. Dans le cas où il s'agit simplement de prendre une décision, la plupart du temps, nous n'avons pas de libre arbitre. Par contre, lorsqu'il s'agit d'annuler la décision, des expériences scientifiques ont montré que là, le libre arbitre était possible. C'est-à-dire que la conscience, elle est consciente avant que le cerveau mette en branle cette annulation. Il existe aussi, cela dit, un libre arbitre qui vient du soi, et celui-là, il faut pacifier parce qu'il est difficile à atteindre, et quand on est dans des états pas tout à fait terribles, on ne peut pas... Disons que celui qui cherche des recettes ne doit pas se fier à son soi. Par contre, lorsqu'on a activé son soi, on a une rétrocausalité. Et là, le fait que donc, la conscience apparaisse après l'état cérébral est tout à fait normal. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc savoir dire non, le non est plus important que le oui pour se libérer. Et puis, donc se souvenir des trois états qui correspondent aux trois centres de la conscience. Voilà, diapo suivante, je crois que j'ai presque fini là. Ah bah oui, je croyais qu'il y en avait là. Alors donc, vous trouverez plus d'informations dans mes deux livres. Alors je ne sais pas lequel vous conseillez. La route du temps, c'est mon premier livre, mais c'est une édition revue et augmentée qui est parue l'année dernière, donc qui est bien enrichie, et qui relate donc le processus de réflexion métaphysique par lequel je suis arrivé à cette théorie, et surtout les expériences que j'ai vécues. Voilà, et donc c'est toute la différence avec le second livre, la physique de la conscience, qui est plus abouti sur le plan théorique, mais qui ne parle pas de mon vécu, par contre qui va beaucoup plus loin, et qui parle qui va bien au-delà des phénomènes de synchronicité. Voilà. Diapo suivante. Et pour finir, donc, il va sortir à la mi-septembre un film documentaire sur la physique de la conscience, qui va s'appeler La route de la conscience, qui est la synthèse donc, de ces deux livres, justement. C'est pour ça qu'il s'appelle La route de la conscience, route du temps, physique consciente, réalisé par Jean-Yves Billien,
Donc c'est un documentaire d'1 heure qui est filmé sur la route du temps, où on fait un petit peu le parallèle entre la randonnée et la réflexion métaphysique, un peu dans l'esprit de la route du temps, et où vous allez retrouver, synthétisé en 1 heure, donc tout ce que je viens de vous dire. Et voilà. Donc je vous remercie.